Merci à Enzo pour son invitation, à tout le FLJ d'être là, au cadre. Bon, c'est toujours compliqué de prendre la parole après un cadre de qualité comme notre ami Stéphane Ravier. Mais je vais quand même essayer de vous passionner sur un sujet qui peut être très chiant, mais qui peut être aussi très passionnant, qu'est l'économie. Alors, j'ai commencé par deux exemples qui sont simples. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, moi, ces dernières années, différence entre deux situations. Quand on a eu le cyclone Erika, qui s'est abattu sur nos côtes et qui a fait des destructions absolument épouvantables, matérielles, il y a même eu, je crois, des morts, des blessés, des disparus, la presse entière et toute la classe politique s'est ruée pour dire il faut qu'on trouve les responsables. Est-ce qu'on n'aurait pas d'abord pu prévoir ce qui s'est passé? Quels sont les enchaînements qui nous ont amenés à ça? Pourquoi des gens sont morts? Pourquoi tel hameau a été totalement détruit? Etc., etc. Et on a eu des stakhanovistes pendant des semaines qui ont été rechercher les causes d'un phénomène qui, rappelons-le, est naturel. Naturel. Donc, ni prévisible, ni de responsable à l'origine, à son origine. Par contre, lorsqu'on a eu l'affaire de Whirlpool, donc une branche, enfin une entreprise d'un grand groupe qui ferme, dont on connaît parfaitement les enchaînements logiques, économiques et financiers qui provoquent la fermeture de cette usine sur notre territoire. Eh bien, les médias, les politiques, les intellectuels ont dit « Ah, vous comprenez, c'est naturel, on ne peut rien faire. Hein. C'est le darwinisme économique, c'est voilà, des entreprises qui ferment, d'autres qui vont ouvrir, peut-être qu'il y aura des repreneurs, mais il ne faut pas chercher à comprendre. C'est un phénomène naturel. » Et donc, le sujet qui est le mien aujourd'hui, l'économie au service du pays, c'est compliqué aujourd'hui de parler d'une économie au service du pays dans la mesure où l'économie est présentée comme une sorte de science naturelle. D'ailleurs, le vocabulaire, ça ne vous a pas échappé, le vocabulaire le restitue très bien, puisque lorsque la France va mieux, qu'est-ce qu'on invoque comme raison quand l'économie française va mieux? On dit l'alignement des planètes. C'est un truc... La météo, quoi. Alors, c'est quoi l'alignement des planètes? Ah, ben c'est des phénomènes qui ne dépendent pas de nous. C'est la politique monétaire américaine. C'est le cours des matières premières. C'est la croissance mondiale. Et nous, au beau milieu de tout ça, on attend, un peu comme les paysans du Moyen-Âge attendaient des conditions climatiques clémentes pour pouvoir avoir une production qui soit à la hauteur de leurs attentes. Ça, c'est notre situation aujourd'hui. Mais tel n'a pas toujours été le cas. Alors, on vous explique que cette situation, qui considère que l'économie est un phénomène naturel, découle d'une idéologie qui s'appelle le libéralisme. Comme vous le savez, le libéralisme, c'est quoi? C'est la croyance dans le marché. L'idée que, au fond, moins on intervient sur le marché, que ce soit le marché du travail, le marché des biens et services, le marché de la monnaie, plus on laisse le marché fonctionner tranquillement, sans aucune intervention, eh bien, plus l'économie se portera bien, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de chômage, qu'on aura une valeur de la monnaie qui sera conforme à ce qu'exigent les fondamentaux de l'économie, et on n'aura ni surproduction, ni sous-consommation. Alors, ce libéralisme que l'on connaît en France, a démarré dans la période contemporaine, en réalité, à la fin des années 70 et au début des années 80. C'est ce qu'on a appelé le thatcherisme et la Reaganomics, c'est-à-dire toute l'économie mise en place par Ronald Reagan après son élection, et qui consistait au fond bien à décloisonner, désintermédier et déréguler l'économie, pour justement obtenir ce résultat d'une économie totalement libre.
Le problème, c'est que le libéralisme économique, dans son acception historique, c'est pas du tout ça. En tout cas, pas que ça. Si on reprend les pères du libéralisme économique que sont Adam Smith et David Ricardo, et qu'on relie La richesse des nations notamment, on s'aperçoit que dans le libéralisme des origines, c'était un libéralisme à la fois moral et surtout national. C'est-à-dire qu'on ne pouvait comprendre le modèle économique libéral sans comprendre l'environnement national dans lequel il était enchâssé. D'accord ? L'évolution du libéralisme théorique, notamment par l'école néoclassique au début du XXe siècle, et puis surtout par ce qu'on a appelé l'école de Chicago, qui est l'école néolibérale dans les années 70, eh bien, a débarrassé le libéralisme humaniste et national des origines, elle l'a débarrassé à la fois de la morale et de la nation, pour en faire une sorte de substrat idéologique, mécaniste, scientiste, une espèce de matrice qu'on peut plaquer de manière indifférenciée à l'ensemble des pays. Et l'idée, c'était de dénationaliser l'économie pour dénationaliser les nations. Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, un étudiant qui s'inscrit en sciences économiques, à l'université de Paris, à l'université d'Aix, à l'université de Strasbourg, à l'université de Marseille, il étudiera exactement la même science économique que celui qui est inscrit à l'université de Boston, à l'université de Londres, à l'université de Saint-Pétersbourg, à l'université du Botswana. Il étudiera l'offre, la demande, les marchés, les équations, les maximisations sous contrainte, tout ce substrat mécaniste dont on a, qui s'appelle toujours le libéralisme, mais dont on a exfolié toutes les spécificités morales et nationales. Maintenant, pourquoi c'est spécifique à la science économique? Ce n'est pas du tout le cas en histoire, ce n'est pas du tout le cas en droit. Si vous êtes étudiant en droit en France, vous n'allez pas étudier le même droit que si vous êtes étudiant en droit aux États-Unis. Vous n'allez pas étudier le même droit si vous êtes étudiant en Allemagne. Et vous n'allez pas non plus étudier le même droit si vous êtes étudiant de droit en Russie. Parce que ces disciplines sont restées peu ou prou ancrées dans leur univers national. Il y a un droit germanique, un droit anglo-saxon, un droit russe, un droit français, mais il n'y a pas de science économique française, pas de science économique allemande, pas de science économique russe. Il y a une science économique basée sur le libéralisme, mathématisée, mécaniste, dénationalisée et déshumanisée. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il faut bien comprendre que les fondements théoriques du mondialisme actuel se situent dans ce corset économique dénationalisé et déshumanisé. Tout le mondialisme que nous combattons, si on doit le réduire à une seule base idéologique et théorique, c'est la science économique contemporaine, c'est le néolibéralisme contemporain mécaniste et scientiste. Donc, pourquoi au XIXe siècle, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé historiquement, maintenant que vous avez le tableau. Au XIXe siècle, le libéralisme était la croyance que, par exemple, sur le marché du travail, le salaire était un coût. Et donc les entreprises, comme c'est un coût, doivent réduire leur salaire. Et comme ça, le libéralisme de l'époque, sur le strict plan économique, le libéralisme de l'époque disait, comme c'est un coût, il faut payer les gens au salaire de subsistance. C'est-à-dire le salaire qui leur permet juste de renouveler leur force de travail pour qu'ils puissent venir bosser le lendemain. C'était ce qu'on appelle en économie jusqu'à aujourd'hui la théorie du salaire de subsistance. Le problème, c'est que très rapidement, on s'est trouvé confronté à une contradiction, puisque la fin du XIXe siècle, c'est aussi la période où on commence à assister
au travail à la chaîne, à l'organisation scientifique du travail, bref, à l'augmentation spectaculaire de la production, ce qu'on a appelé la production de masse. Le problème, c'est que si vous avez d'un côté une production de masse et de l'autre côté des salaires de subsistance, ben, le salaire de subsistance ne permet pas d'absorber la production de masse. Et donc, en fait, cette contradiction massive entre une production de masse et une consommation qui restait extrêmement étriquée parce que le niveau de vie des salariés, de par le salaire de subsistance, était très faible, ça aboutit à la crise de 29. Crise de 29 qui était une crise de surproduction et une crise de sous-consommation. En réalité, le patronat en 1945 a compris que le salaire n'était pas simplement un coût. Il a compris que le salaire, c'était aussi une demande. Et donc, ce qui est microéconomiquement rationnel, c'est-à-dire une entreprise, sa rationalité, c'est de diminuer son coût pour tailler dans ses budgets. Mais si toutes les entreprises font ça, eh bien au niveau macroéconomique, ça se traduit par une dépression de la demande globale et par une crise. Et donc entre 1945 et 1975, on a eu ce qu'on a appelé les négociations salariales collectives, qui permettaient d'un côté, à l'intérieur de frontières, dans des entreprises qui sont régies par le même droit social, la même fiscalité, eh bien de faire des négociations parce que les entreprises, ensemble, ont compris que le salaire que moi je verse, c'est la demande qui t'est adressée à ton entreprise, à toi. Et ton salaire que toi tu verses à tes entreprises, eh bien tes salariés vont venir acheter chez moi. Et donc, en négociant des augmentations de salaire de manière collective, on assurait d'un côté la production de masse et de l'autre côté la consommation de masse, ce qui a donné le cycle vertueux du Fordisme des 30 Glorieuses. À partir de 1947, vous avez ce qu'on appelle les négociations du GATT, General Agreement on Tariffs and Trade. Il faut applaudir là normalement. Ce sont des négociations qui sont les ancêtres de l'OMC et qui visaient quoi? Qui disaient finalement, tant qu'à faire, pourquoi resterions-nous dans une logique nationale? Autant faire que le marché devienne de plus en plus mondial. Alors, mollo, on va démanteler petit à petit tout un tas de barrières tarifaires pour que dans X années, on commence à avoir un véritable marché mondial débarrassé des barrières nationales, du protectionnisme, etc. Donc, ce libre-échange a commencé par rounds successifs et a donné, à partir des années 70, cette ouverture, cette internationalisation des économies. Donc, du coup, quand on libère les barrières, quand on vire les barrières douanières, ben les entreprises françaises, elles ne sont plus en concurrence les unes avec les autres. Et si vous faites des négociations collectives de hausse salariale, mais que d'un autre côté, l'écluse frontalière, vous l'ouvrez, ben vous permettez à des entreprises qui, elles, ne sont pas du tout incluses dans ces négociations collectives, de pouvoir venir vous concurrencer sur votre territoire. Et donc, en réalité, l'ouverture des frontières va entraîner au niveau mondial exactement le même type de contradiction que celles qui étaient les contradictions de la société française au XIXe siècle. C'est-à-dire qu'on retombe dans une logique, de par l'ouverture des frontières, dans une logique où le salaire n'est plus une demande, mais redevient un coût, puisque vous êtes en concurrence avec des entreprises étrangères sur lesquelles vous n'avez aucune prise et qui ne jouent pas le jeu. Et donc, comme le salaire est un coût et redevient un coût, ben, il faut le tailler. Donc il faut baisser les salaires. Sauf que nous avons un droit social et un code du travail et le salaire minimum et les syndicats qui l'interdisent. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit on ne va pas s'emmerder avec un environnement aussi chiant où on ne peut pas faire ce qu'on veut, parce qu'au XIXe siècle c'était quand même plus cool, il n'y avait aucune de ces législations. Donc c'était simple de maintenir les salariés à leur salaire de subsistance. Aujourd'hui, après 100 ans passés et des tas d'avancées sociales, etc., on ne peut plus. Eh bien, qu'à cela ne tienne, on va fermer ici
Et on va ouvrir dans des zones où effectivement on pourra de nouveau profiter de ce salaire de subsistance qui nous permettra de revenir en France pour y vendre nos produits. Problème, c'est que quand vous foutez à la rue des salariés français par millions et les autres obligés d'accepter soit des baisses de pouvoir d'achat, pas des baisses de salaire, mais des baisses de pouvoir d'achat, donc par rapport à la hausse des prix, ben, le problème c'est que les salariés français ne peuvent plus consommer ce qu'ils fabriquent en France, puisque la logique fordienne c'était j'augmente mes salaires, ça me donne du pouvoir d'achat et je peux consommer mes produits. Sauf que si vous avez une déflation salariale liée à cette concurrence étrangère déloyale, ben vous ne pouvez plus acheter vos produits. Ben, ils vous disent mais c'est pas grave. Au lieu d'acheter des chemises fabriquées en France à 100 €, on va vous fournir des chemises fabriquées en Chine pour seulement 20 €. Donc comme ça, vous maintenez votre pouvoir d'achat. Mais quand même, on a des iPhones, des trucs vachement bien, mais qui coûtent cher, quoi. Comment est-ce que moi, qui suis au SMIC depuis 20 ans et où j'ai pas... comment est-ce que... Ben, c'est pas grave. On va vous fournir quoi? Ben, on va vous fournir des prêts, des crédits à la consommation. C'est ça le but. Et donc en réalité, malgré le chômage de masse, on a pu continuer à vivre avec un pouvoir d'achat soit équivalent, soit même plus fort sur les biens de consommation que nos aïeux, parce que les produits importés coûtent moins cher que ceux qui étaient fabriqués en France il y a 30 ans, et parce que la bulle de l'endettement a permis, effectivement, de continuer à consommer. Sauf que, périodiquement, cette bulle qui grossit, éclate. Ça donne les grandes crises, crise de 2008. On a une crise qui dure 1 an ou 2. Et puis ensuite, l'endettement reprend de nouveau, parce que les gens commencent à dire, bon, on ne va pas vivre toute notre vie quand même dans la... Donc on commence à... Et puis la facilitation du crédit, et on repart sur un nouveau cycle de croissance. C'est comme ça que ça se passe. Tout ça nous provient des pays anglo-saxons. En réalité, encore une fois, tout ça n'a rien du phénomène naturel et s'explique parfaitement par un enchaînement de décisions politiques. En réalité, les pays anglo-saxons ont toujours été libéraux, sauf que eux, ils restent libéraux conformément au libéralisme des origines, c'est-à-dire que le marché, c'est génial, mais si jamais la logique du marché contrevient à nos intérêts nationaux, ce n'est pas la logique de marché qui va l'emporter. Je prends un exemple. Au cours des années 80, alors même que les États-Unis exportaient leur nouveau substrat idéologique libre-échangiste, de libération des marchés, de démantèlement des barrières, etc., on a dit l'OMC, enfin à l'époque le GATT, responsables du GATT sont venus voir les responsables américains en disant « Attendez là, tous les pays européens ont procédé à un démantèlement des barrières douanières sur le secteur de l'acier. » Et la logique c'est quoi? C'est pourquoi s'emmerder à produire un acier à 30 € la tonne quand des pays comme la Chine ou l'Inde peuvent vous fournir, transport compris, la tonne à 7 €. Donc c'est la logique des avantages comparatifs. La logique des avantages comparatifs, c'est il ne faut jamais produire chez soi ce qui coûterait moins cher à produire ailleurs. C'est la stricte logique libérale, dont les États-Unis sont normalement les grands turiféraires. Eh bien là, les élites américaines ont dit « Mais attendez, vous plaisantez ou quoi? Nous, on a 17 000 personnes qui dépendent du secteur de l'acier. Et surtout, l'acier entre dans la fabrication de nos matériels d'armement, de choses assez sensibles, et on n'aimerait pas dépendre des Chinois, fût-ce à un prix plus bas. Et donc, on va maintenir des taxes sur l'acier, des barrières douanières sur l'acier entrant aux États-Unis. On n'empêche pas les gens d'exporter chez nous, hein, sauf qu'ils vont s'acquitter de taxes de 500% à l'entrée. Ah oui, mais si vous faites ça, plus personne ne pourra entrer chez vous. Ben ouais, mais c'est bien le but. Ah oui, mais les Européens l'ont fait. Ben oui, ils sont libéraux.
Et voilà comment nous, dans les années 80, alors que nous avions une industrie sidérurgique qui restait quand même assez florissante à l'époque, uniquement pour des raisons idéologiques liées à la libéralisation du marché et uniquement pour obéir aux injonctions du GATT-OMC, nous avons démantelé nos barrières douanières protectrices d'un certain nombre d'industries, qui d'ailleurs depuis lors ont disparu, pour nous jeter pieds et poings liés sous la dépendance d'autres pays. Donc les États-Unis exportent le libéralisme pour les autres, mais gardent pour eux la notion d'intérêt national. Ils veulent dénationaliser les autres nations, c'est un peu plus balèze avec certaines qu'avec d'autres, notamment avec la Chine, et ils veulent garder pour eux le national-libéralisme. Les Américains ne sont pas libéraux, ils sont nationaux-libéraux. Tout ce qui contrevient à l'intérêt supérieur des États-Unis ne basculera jamais dans la logique libérale qu'ils passent leur temps à défendre dans les cénacles internationaux. Alors que nous, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil pour la problématique de marché, et c'est pas non plus du tout pareil pour la problématique de l'Europe. C'est-à-dire que nos élites, depuis 40 ans, elles sont persuadées qu'elles tiennent un rôle un peu divin, qu'il vaut mieux se sacrifier pour donner l'exemple. C'est le phénomène d'exemplarité de nos élites. Donc lorsque nous aurons sabordé nos industries sur l'autel du grand marché libéral, lorsque les autres pays vont voir ce que nous faisons, ils vont se dire « Ah putain, ils sont courageux, on va faire pareil ». Eh bien non. Et en réalité, pendant que la France a construit le grand marché mondial et que pendant que la France a construit l'Europe, eh bien l'Allemagne, les États-Unis, l'Angleterre ont construit l'Allemagne, les États-Unis, l'Angleterre. Et donc en réalité aujourd'hui, les seuls qui sont allés intellectuellement au moins, et même sur le terrain, au bout de la logique à la fois marchande et européiste, ce sont nos élites, les élites françaises. Aucune autre élite, y compris dans les autres pays, y compris les élites allemandes, ne sont pas allées aussi loin dans le sabordage de leur intérêt national sur l'autel de grandes idéologies fumeuses. Aucun. Alors, aujourd'hui, le contexte est particulier. Parce qu'il ne vous a pas échappé que cette parenthèse néolibérale, mécaniste, dénationalisée, déshumanisée, immigrationniste, européiste, qui s'est ouverte au tournant des années 80, successivement par l'élection de Thatcher et l'élection de Ronald Reagan, elle est en train de se fermer. Et alors, la grande anecdote de l'histoire, c'est que ce sont les deux mêmes pays qui ont ouvert cette parenthèse il y a 40 ans, qui aujourd'hui la referment. Le Brexit et l'élection de Donald Trump. Et en réalité, tout ce paradigme, tout ce modèle néolibéral, qui était le modèle néolibéral exporté, d'exportation, enfin en tout cas destiné à l'exportation des États-Unis et de la Grande-Bretagne, est en train aujourd'hui, on est en train de tourner la page. Et si on ajoute, si on prend comme ça un rapide regard, un rapide aperçu de ce qui se passe à travers le monde, si on ajoute un pays comme la Chine, très protectrice de son identité, très protectrice de ses intérêts, pratiquant un protectionnisme absolument incroyable, allez essayer de vendre quelque chose à la Chine, vous allez comprendre le dédale pour accéder au marché chinois. Si on rajoute la Chine, si on ajoute la Russie, pareil, pays très à cheval sur son identité, très à cheval sur sa souveraineté,
très à cheval sur ses intérêts économiques. Ajoutez-y l'Inde. Depuis l'élection de Modi, je vous conseille d'ailleurs dans le programme de Modi, il est en anglais sur le site. Ce qui est fascinant, c'est quasiment la décalcomanie du programme du Front National. Alors évidemment, ça c'est une idée qu'on ne peut pas dire, parce que les journalistes ne vous croiront pas. Ce que je conseille toujours aux journalistes, c'est d'aller voir le programme de Modi. Les États-Unis désormais avec Donald Trump, la Grande-Bretagne, à l'intérieur de l'Union européenne, les pays de Visegrad, l'Autriche, l'Italie, Philippe nous en a parlé ce matin, ça commence à faire beaucoup de monde. Et donc dans ce panorama mondial, puisqu'en fait, si une parenthèse est en train de se fermer, une autre parenthèse est en train de s'ouvrir. On ne connaît pas exactement à quoi ressemblera le monde de ce côté-là dans 10 ans, mais enfin, on connaît quand même, on commence à apercevoir un peu les contours. Pourquoi ces pays nouvellement convertis ont voté pour Modi, ont voté pour Trump, ont voté pour le Brexit, ont voté pour la Lega en Italie, etc. Eh bien, parce que c'est le retour des identités. C'est le retour de la frontière. Et c'est surtout quelque chose que je n'ai pas beaucoup entendu, parce que sur l'identité et la frontière, tout le monde le dit, mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus important et dont on ne parle jamais. C'est le retour de la croyance dans le politique. Parce qu'au fond, dans le modèle précédent néolibéral, comme je vous l'expliquais, l'économie étant un phénomène naturel, il ne faut que des gestionnaires en politique. Si c'est naturel et qu'il n'y a aucun moyen d'agir sur le réel, la réalité, c'est que les hommes politiques deviennent des managers, des gestionnaires. Il faut juste accompagner un mouvement qu'on ne maîtrise pas, ni au début, ni au milieu, ni à la fin. C'est tout à fait Macron et son gouvernement. C'est un gouvernement de gestionnaires qui est là pour accompagner un phénomène sur la nature duquel il ne s'interroge jamais. Donc ils sont dans une espèce de conception pré-newtonienne de la politique. C'est-à-dire la nature nous domine. On ne comprend pas le phénomène naturel, mais il nous domine. Et donc ce qu'on peut faire, c'est d'essayer. Eh bien nous, on dit exactement le contraire. Et donc le grand retour du politique, c'est cette croyance que non, le réel n'est pas simplement naturel, que la volonté politique peut avoir un effet sur la réalité, que l'action politique peut avoir une emprise sur le réel, peut changer le réel, que non, Whirlpool, les millions de chômeurs, non, on n'a pas tout essayé. Qu'est-ce que ça veut dire on a tout essayé contre le chômage? On n'a rien essayé. Depuis 40 ans, le chômage est considéré comme un problème social, d'où d'ailleurs le traitement du même nom. Ce n'est pas considéré comme un problème économique. Nous envisageons de rebasculer la problématique du chômage de la sphère sociale où on se contente de rémunérer des chômeurs parce qu'on a décidé qu'on ne pouvait plus les mettre au travail et donc on les rémunère pour accompagner le mouvement et surtout pour qu'ils ferment leur gueule et pour qu'on achète la paix sociale. Ben nous, on ne se contente pas de ça. Nous, on dit il faut réintégrer le problème du chômage dans la politique économique. Le chômage doit redevenir un objectif de politique économique et non pas seulement une politique sociale. Alors vous allez me dire, mais concrètement, comment on fait? C'est très simple. Nous envisageons... Alors, moi, par exemple, sur la question du revenu universel, je suis contre. Pour une raison très simple, c'est que ça participe de cette logique. Comme on ne peut plus rien faire et que la politique ne peut pas agir pour remettre les gens au travail, qu'il faut se contenter ad vitam aeternam d'un volant de plusieurs personnes, de plusieurs millions de personnes qui ne peuvent plus vivre de leur travail pour des raisons évidentes liées à la nature économique, il faut continuer à les payer, au moins comme ça, en généralisant la logique, on est sûr de couvrir, qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette et que personne ne soit mécontent. Eh bien non. Nous, ce qu'on veut, et ce pourquoi on milite, c'est précisément un plan de réindustrialisation de la France. Parce que, pourquoi nous avons des déficits économiques, des déficits extérieurs aussi importants? Pourquoi d'ailleurs nous avons des déficits publics aussi importants?
c'est qu'en réalité, notre base industrielle, cette espèce de socle créateur de richesse, ne cesse de se réduire comme peau de chagrin depuis 40 ans. Et donc on est obligé d'élever le taux d'imposition à mesure que l'assiette diminue. Alors la politique fiscale aujourd'hui, c'est quoi? C'est de ne jamais s'interroger sur l'assiette et sa taille. L'interrogation de la politique fiscale aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut prendre à la catégorie A pour la mettre sur la catégorie B et de la catégorie C à la catégorie D, mais à assiette constante pour que, voilà, on fasse un peu à la Majax, quoi, sans les mains. Mais ça, ce n'est pas une logique économique. Ça, c'est ce que j'appelle, moi, la gestion de la bérésina, le management de la misère. Nous avons pour notre pays une ambition beaucoup plus forte. Et cette ambition consiste à faire de l'économie et à faire que l'économie redevienne politique. Qu'elle ne soit plus considérée comme une science économique, une science naturelle, mais qu'on renoue avec cette longue tradition de l'histoire française selon laquelle l'économie est politique. C'est bizarre. Dans les années 10, dans les années 20, moi qui suis un amoureux des vieux livres, et j'allais voir comment s'enseignait l'économie au début du XXe siècle. À l'époque, il n'y avait pas un seul manuel de sciences économiques. Il n'y avait que des manuels d'économie politique. Aujourd'hui, vous trouverez très rarement un manuel d'économie politique et que des manuels de sciences économiques. C'est révélateur. Hein. Donc moi, je veux que l'économie redevienne politique. Et quand on dit que l'économie redevient politique, ça veut dire qu'on remet l'économie au service de la France. Comment? Vous allez me dire quand même, c'est balèze. On a quand même cette vague néolibérale et nos élites qui l'ont appliquée avec autant de fanatisme se sont rendus responsables de la disparition de pans entiers de nos activités. Oui, c'est indéniable, on ne peut pas le nier. Est-ce qu'on peut se contenter et dire, bah voilà, c'est irréversible? C'est difficilement réversible, mais ça n'est pas impossible. Pendant la campagne présidentielle, j'avais rencontré les professionnels du meuble. Il y a encore des gens en France qui fabriquent des meubles, et des très beaux meubles, et pas nécessairement d'ailleurs de meubles de luxe. Hein. Et les représentants du secteur du meuble m'ont expliqué en disant, vous vous rendez compte, au début des années 90, la France avait encore à peu près 15 000 emplois dans la fabrication de meubles français. Et je me souviens, moi, quand j'étais gamin, dans le Paris des années 80, et début des années 90 encore, quand on allait à Paris, rue du Faubourg Saint-Antoine, cette longue rue qui part de la Bastille et qui va jusqu'à la Nation, qui est très longue, hein, qui doit faire bien 2-3 km, sur les deux trottoirs de cette rue, tout du long, vous n'aviez que des vendeurs fabricants de meubles français. Aujourd'hui, vous allez dans la même rue, Sonia Rykiel, Starbucks, etc., etc. Il y a peut-être 2 ou 3 derniers des Mohicans qui résistent. Il me disait, vous voulez réindustrialiser le pays, c'est dans votre programme. Vous pouvez nous expliquer en 2 mots là comment vous allez faire? Question emmerdante. Parce que quand vous avez des gens qui vous disent, je ne peux pas vous faire un programme antiterroriste en une nuit, moi, c'est compliqué de faire un programme de réindustrialisation, mais c'est assez simple en fait. Enfin, assez simple, dans sa conception. Ce que je leur ai dit à ces gens-là, mais comme à d'autres secteurs, est très simple. Je leur ai dit, à combien estimez-vous aujourd'hui le pourcentage de meubles vendus en France, fabriqués en France? Ils m'ont répondu, je ne sais pas, de l'ordre de 5%. Je dis, c'est pas beaucoup. Ok. Mais on continue quand même à vendre beaucoup de meubles en France. Si on ne vendait pas beaucoup de meubles en France, on n'aurait pas des Ikea qui s'ouvraient partout, des Buttes, des Conforama, j'en passe et des meilleurs. Donc ça veut dire que d'un côté, vous avez une demande de meubles qui continue à être effective, et de l'autre côté, une capacité de l'offre française à répondre à cette demande française qui est limitée. C'est très simple, on fait des états généraux. On met autour de la table tous les vendeurs de meubles français, les grandes centrales de vente de meubles. Et on leur dit,
les représentants des fabricants français disent qu'ils sont capables de fournir aujourd'hui 5% de la demande française. Mais dès l'année prochaine, nous voulons que dans vos étals, vous ayez au moins 5% de meubles français proposés à la vente à vos clients. OK? Et donc, l'idée, c'est de partir de ce socle. Et ensuite de monter en gamme et de marcher sur ses deux jambes. C'est-à-dire que, tout en mettant en place une filière de formation qui permette d'accroître progressivement la capacité de l'offre française à répondre à la demande française, on dit par exemple l'année prochaine, on vise 7%. Et de l'autre côté, l'année prochaine, vous aurez une obligation de mettre 7% de produits français à la vente dans vos magasins. Alors, évidemment, ce n'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain, mais je vous rappelle que la disparition de ces filières ne s'est pas non plus faite du jour au lendemain. On va dire, mais oui, mais vous êtes sûr de réussir? Non. Non. Mais tenter quelque chose ne garantit pas de réussir. Mais ne rien faire garantit d'échouer. Donc les combats qu'on est sûr de perdre sont ceux que l'on ne mène pas. Et c'est toute la politique qui est basée là-dessus. Aujourd'hui, et depuis maintenant une vingtaine d'années, mais ça devient caricatural avec le terrorisme, le but de la politique, c'est de nous expliquer qu'on ne peut rien faire, dans aucun domaine. Pourquoi? Ah bah oui, mais ça risque de foirer. Vous êtes sûr de réussir? Non, je ne suis pas sûr. Bah pourquoi le faire? Bah parce que si on ne le fait pas, on va continuer à subir. Pour le terrorisme, c'est pareil. On vous dit, bah, il faut expulser les fichiers S. Ouais, mais ça ne va servir à rien. Vous croyez qu'en expulsant les fichiers S, vous n'aurez plus aucun attentat jamais? Non, on n'est pas sûr. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que si on les garde, là, on va en avoir des attentats, et de plus en plus meurtriers. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, le choix, il est toujours entre le risque de faire, qui est toujours un risque, et la certitude de l'échec à ne pas faire. Et une fois qu'on a posé, je dirais, les termes du débat de cette façon, on comprend mieux à quel point il est nécessaire que tout redevienne politique. Tout doit redevenir politique parce que, de tout temps, l'homme a transformé son environnement par sa volonté. Le volontarisme politique n'est rien d'autre que la volonté de l'individu à transformer sa réalité et à faire en sorte qu'elle soit la meilleure, la moins risquée, la plus prometteuse, etc. L'Occident a toujours fonctionné comme ça, et la France en particulier. Donc je dirais que cette nouvelle parenthèse qui s'ouvre devant nous, je répète, le retour des identités, le retour de la frontière et le retour du volontarisme politique. Les peuples se remettent à croire que la politique peut modifier, peut améliorer, peut amender leur quotidien et qu'il n'y a pas de fatalité. On a vécu dans une espèce de mentalité moyenâgeuse pendant 40 ans, celle qui consistait à dire que finalement c'est du fatalisme, ce qui nous arrive on ne peut rien faire, le chômage on a tout essayé, le terrorisme on a tout essayé, si on fait on n'est pas sûr de... Alors il y a le principe de précaution, etc. Tout un tas de barrières on ne peut pas faire. Et bien désormais, avec toutes ces majorités qui arrivent, il y a la renaissance de ce formidable espoir d'un retour du politique, d'une prise en main de la politique sur l'ensemble des domaines, l'économie n'étant pas le plus modeste. Et donc, si vous me dites, on n'est pas au pouvoir, etc., est-ce qu'on va y arriver? On va y arriver pour une raison très simple, c'est que jamais, c'est sûr que très souvent la France a eu un train de retard par rapport aux grands bouleversements techno, sociaux, politiques. Le dernier en date est celui des années 80, lorsque l'ensemble des pays se convertissaient au néolibéralisme en Occident, la France avait choisi François Mitterrand sur un programme qui était celui des années 60, interventionniste, étatiste,
Programme de nationalisation des entreprises, de recrutement de fonctionnaires, la quintessence des années 50. Et vous voyez bien que, après s'être entêté pendant 2 ans à appliquer son programme, on n'a pas pu avoir raison seul contre tous. Et qu'en réalité, en 83, Mitterrand a été obligé de se reconvertir à la direction que prenait le monde à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est quelque chose à laquelle je réponds aux journalistes qui me disent « Ah ouais, mais vous, dans les années 80, vous étiez ultralibéraux. Le programme de Jean-Marie Le Pen dans les années 80, c'est un programme libéral. » Je dis « Mais à l'époque, le monde était libéral. » Justement, vous êtes en train de me dire qu'à chaque fois qu'on a eu des grands changements paradigmatiques, le Front National a été le seul parti qui, à chaque fois, avait le programme qui était dans l'air du temps, qui était dans le sens de l'histoire. Aujourd'hui, vous êtes sur un programme beaucoup plus social. Ben oui, parce qu'entre-temps, il y a 9 millions de pauvres et 6,5 millions de chômeurs et qu'on ne peut pas appliquer une logique libérale, en tout cas strictement libérale, à des circonstances qui ne sont plus celles des années 70 et 80. Et on peut d'autant moins avoir un programme ultralibéral au moment où le monde entier est en train de se reconvertir aux politiques, au retour de la frontière, des identités, etc. Donc nous avons pour nous le vent de l'histoire. Le monde entier tel qu'il se dessine sous nos yeux aujourd'hui ressemble beaucoup plus au programme du Front National qu'au programme d'Emmanuel Macron. Alors je sais bien qu'ils ont bariolé Emmanuel Macron en une espèce de pan de la, de la modernité, en disant voilà, il est jeune, il est nouveau, c'est le nouveau monde. Pas du tout. C'est la quintessence de l'ancien monde, à la fois dans les personnes qui sont derrière lui et dans les politiques qui sont appliquées, déguisées sous les phares avenants d'une modernité trompeuse. Les modernes, c'est quoi moderne? Moderne, c'est de vivre avec son époque, avec son temps. Or, le temps et l'époque d'aujourd'hui, si vous vous rappelez du tableau que je viens de vous faire entre la Chine, la Russie, etc., la pièce du puzzle, la pièce française du puzzle mondial qui correspond exactement à son emplacement dans ce grand puzzle mondial, c'est la pièce que nous proposons. La pièce proposée par Emmanuel Macron dans ce grand puzzle mondial est une pièce dépareillée. Il continue à défendre la libéralisation des marchés, le sac du droit du travail, la privatisation des entreprises, mais tout ça est passé. Tout ça est passé. C'est l'ancien monde, c'est le monde des années 80 et 90. Le monde a déjà tourné la page. Donc en fait, Emmanuel Macron, par rapport à ce nouveau paradigme économique, d'un retour de l'État, d'un retour du volontarisme politique, d'un retour de l'économie au service du pays, Emmanuel Macron est celui qui veut se mondialiser tout seul et qui veut se fédéraliser au niveau de l'Union européenne tout seul. Donc, il veut proposer une fédération à l'Europe. Et il y va des grands discours grandiloquents devant Merkel. Sauf que déjà, les autres, ils ne l'écoutent même plus. C'est-à-dire les pays de Visegrad, l'Autriche, l'Italie, etc., ils écoutent même plus, ils ne le calculent même plus. C'est un truc, c'est complètement suranné comme discours. C'est exactement comme si vous veniez, je ne sais pas, dans la Silicon Valley, faire un prêche en latin, comme dirait l'autre. C'est un truc totalement passéiste. Et donc, il n'y a plus que Merkel devant lui. Sauf que Merkel, pour l'instant, elle dit « Ouais, c'est vachement beau ton discours. Ah ouais, un budget fédéral européen, ouais, génial. » Mais non. On ne le fait pas. Alors tu fais quoi? Tu te fédéralises tout seul? Ben, fédéralise-toi tout seul alors. Voilà. Donc Emmanuel Macron, de toute façon, je dirais que le pouvoir d'Emmanuel Macron, son temps est compté. Parce que le compte à rebours d'un retour de la nation, le compte à rebours d'un retour de l'identité, le compte à rebours d'un retour du politique a en réalité déjà démarré en France parce qu'il a été actionné par le monde et accéléré par l'Europe. Et donc, la question de l'arrivée de cette pièce nationale française dans ce nouveau monde, dans ce nouveau concert des nations au sens propre, n'est plus une question de principe, c'est une question de temps. Donc, moi je vous dis, je suis là aujourd'hui aussi pour vous apporter un message d'espoir, le monde entier nous regarde
Le monde entier nous attend parce que sans cette pièce essentielle qu'est la France, dans ce grand puzzle mondial, ce puzzle est illisible. Le monde entier attend la France et l'Europe attend la France. Merci.